c'est que un groupe humain ne se connaît pas aussi bien que les autres groupes ne le connaissent. C'est-à-dire qu'en fin, on est connu par l'autre. Cette théorie est intéressante. Par exemple, nous les hommes, on connaît mieux les femmes qu'elles ne se connaissent. Et elles-mêmes, elles nous perçoivent mieux que nous, on ne se perçoit. Parce que nous, nous percevons en tant qu'individus. Voilà, toi, tu es un... Enfin, nous n'avons pas la globalité. De même que, par exemple, alors c'est un défaut à la qualité, c'est-à-dire que quand on voit les choses de l'extérieur, on les voit plus globalement. Donc, il y a des choses qui nous échappent, mais on voit les grandes lignes. Hein? Et quand on est à l'intérieur, on se perd dans les détails. Souvent, par exemple, quand vous parlez à des femmes, elles disent « Ah oui, mais toutes les femmes sont différentes, voyez-vous, des choses comme ça. On est chacun des cas particuliers. » C'est leur discours. Hein? C'est leur discours. Oui, voilà, mais c'est pas... Bon. Mais nous, de l'extérieur, on voit quand même qu'il y a une globalité qui fait sens. Il y a une raison. C'est pour ça que, concernant les juifs, je dis, parfois les gens qui ne sont pas juifs comprennent mieux les juifs que les juifs eux-mêmes. Donc les antisémites, par exemple, parfois, ils disent des choses sur les juifs que les juifs eux-mêmes n'arrivent pas à dire parce qu'ils n'arrivent pas à avoir la vision d'ensemble. C'est un paradoxe. De même que, par exemple... nous, quand on regarde un groupe humain étranger, d'ailleurs justement à ce propos, si justement on capte, vous savez, il faut pas se leurrer, Monsieur Okana. Si nous on perçoit les femmes comme un ensemble spécifique, c'est qu'elles sont un ensemble spécifique. Si elles n'étaient pas un ensemble spécifique, on ne les percevrait pas différemment. C'est aussi simple que ça. Je veux dire que il y a des choses que nous observons, qui nous frappent. Qu'est-ce qui frappe les gens? Moi, j'ai écrit récemment là-dessus. Moi, je pense que il y a quelque chose, il y a des choses que nous observons autour de nous, des grandes vérités que nous observons. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Quelles sont les choses que si nous demandons à quelqu'un, quelles sont les choses majeures qui marquent notre société sur le plan historique, sur le plan géographique, qu'est-ce qui est le plus frappant? Ben, finalement, non. C'est des choses simples. D'ailleurs, des choses simples. Il y a des dualités fondamentales. Si les gens, comme par exemple, si les gens commencent à vous dire un truc très compliqué, c'est que c'est pas ce qu'ils ont observé, c'est ce qu'ils ont inventé. Voyez-vous, la complexité, c'est souvent la marque de quelque chose qui a été créé de toutes pièces. Mais les choses sont simples. Donc, effectivement, si moi, je peux parler des femmes, c'est que les femmes existent. C'est qu'elles existent en tant que groupe. Oui, c'est une sorte de cercle vicieux. Donc finalement, elle voudrait qu'on ne parle pas d'elle pour montrer qu'elle n'existe pas. Mais non, le sujet de la femme, là, je viens de me faire une démonstration de la femme. Parfois, je n'avais pas encore cette vision. Donc, je prenais un peu la femme en généralité, comme on peut dire, vue de l'extérieur. Mais non, de très proche, on trouve que la question que je peux peut-être poser en disant, donc si on fait confiance à la femme, que pourrons-nous avoir comme gain dans le futur? Si on ne fait plus confiance à elle. À la femme. Oui, vous avez raison, ce sont des bonnes questions. Ce sont des questions qui se posent effectivement une fois qu'on a analysé une situation. Bon, alors il y a deux. Moi, je vous répondrai premièrement qu'il serait souhaitable que les femmes tiennent un discours plus raisonnable sur elles-mêmes, qu'elles se décrivent telles qu'elles sont et non pas telles qu'on leur a dit qu'elles étaient. Donc cette lucidité me paraît nécessaire. Je voudrais qu'il y ait de plus en plus de femmes lucides. Par exemple, dans l'islam, par exemple, quelque part, les femmes sont plus lucides que dans le christianisme. Parce qu'on ne leur a pas à monter la tête de la même manière, bien qu'il y ait beaucoup de femmes qui soient maintenant dans la revendication. Mais malgré tout, il y a, et même par exemple dans le judaïsme, il sépare très nettement l'homme et la femme. Mais il y a des mouvements de protestation. Il y a des mouvements, par exemple, il y a des femmes qui sont rabbins maintenant. Hein? Bon. Et il y a des... Les femmes rabbins. Ça existe, il y en a 5 ou 6 à Paris.
Si vous voulez vous amuser, vous allez dans certaines synagogues, c'est la femme qui joue le rôle de l'homme. Donc effectivement, il y a des endroits, dans certains groupes religieux, le jeu qui consiste à mettre des femmes au même niveau que les hommes, il se joue. C'est paradoxal. C'est précisément dans une culture judaïque qui, justement, distingue les deux, qu'on va s'amuser à ne pas les distinguer. C'est un jeu un peu pervers, si vous voulez, hein, comme par hasard. Bon. Donc, effectivement, quel est l'avenir des femmes et par là même, quel est l'avenir des hommes du fait des femmes? C'est certain que si les femmes évoluent d'une certaine manière, ça facilitera les choses pour l'homme. C'est-à-dire que ça rendra les choses plus faciles. Actuellement, par exemple, il y a des femmes qui prennent la place des hommes pour certaines choses. C'est-à-dire que... Et ça, c'est un peu compliqué, parce que moi, en tant qu'homme, par exemple, si je suis un créateur, je vais me dire, je vais utiliser les femmes pour développer. Et donc, finalement, je ne vais pas utiliser des hommes. Donc, finalement, je vais me servir des femmes contre d'autres hommes. Voyez-vous, donc ça devient compliqué. Par exemple, un professeur de fac, dans beaucoup de domaines, ils vont préférer la femme parce qu'ils savent qu'elle va suivre ce qu'ils ont fait. Alors que l'homme lui-même, s'il est en pleine potentialité, il va peut-être pas suivre, il va faire autre chose. Donc finalement, ça c'est normal à la limite, c'est un peu normal. Mais ce n'est pas parce que la femme est chargée d'une mission qu'elle doit croire qu'elle est comme l'homme. Au contraire, elle a vocation à prolonger, à poursuivre, à continuer l'œuvre. Et même quand il est mort, elle continue. D'où l'importance, alors il y a un point qu'on n'a pas du tout abordé, c'est la question de l'écriture. L'écriture, vous savez qu'aujourd'hui, apprendre à lire, savoir lire, et même lire à voix haute, c'est une condition sine qua non, obligatoire de l'intégration sociale. Mais également, lire, c'est se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Parce que je vais lire un texte qui n'est peut-être pas de moi, ou je vais jouer un morceau qui n'est pas de moi. Donc, apprendre à lire, c'est apprendre à s'approprier, parce que ça va sortir de ma bouche quand même. Donc, alors comment faire la différence entre quelqu'un qui parle de ce qu'il a vraiment trouvé ou développé et quelqu'un qui ne fait que recopier ou répéter ce qu'on a dit? Ça se ressemble énormément. C'est pour ça que la question qui se pose en science-fiction, et notamment dans Blade Runner ou dans d'autres films qui sortent actuellement, c'est comment distinguer le vrai du faux. Comment distinguer l'original et la copie. La contrefaçon, l'imitation, le mimétisme, comme dirait René Girard. Voyez-vous, donc finalement, est-ce que vous compreniez, mon cher Anissé, qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à ce problème de l'imitation et de la falsification et de la contrefaçon. On nous propose quelqu'un à la place d'une autre personne qui va vous donner l'impression qu'il a un certain potentiel, et c'est une invention. Il n'a pas ce potentiel. Il s'approprie quelque chose, il va donner l'impression, il va donner l'illusion qu'il fait ça. Donc il y a un problème d'illusion. Tout à l'heure, je crois que vous avez employé le mot illusion. Quelque part, nous vivons dans un monde où ceux qui sont véritablement créateurs sont presque oubliés par rapport à tous ceux qui utilisent leur création, qui s'en servent, qui se l'approprient. Vous savez ce que ça veut dire, s'approprier? Ce qui est à l'autre, je dis que c'est à moi. Je me l'approprie. Il devient ma propriété. Voilà. Donc cette appropriation est un élément essentiel de la problématique de l'égalité. L'égalité, ce qu'on appelle l'affirmation d'égalité, elle est en grande partie un processus d'appropriation. Et il y a un problème moral là. Donc moi je dis qu'il faut créer des sociétés où l'on respecte le rôle des hommes. Et si d'autres sociétés veulent s'amuser à faire autrement, c'est leur problème. Mais on verra qui va gagner. Je veux dire, quelle est la société qui va aller le plus loin? C'est la société des hommes. Voilà. Donc ceux qui vont simplement... l'autre, elle va tomber dans
dans une stagnation. Parce que quelqu'un qui poursuit, il va poursuivre, mais il ne va pas renouveler. Il va simplement poursuivre. Il va continuer comme ça. Donc finalement, au bout d'un certain moment, il va y avoir un essoufflement. C'est-à-dire il va y avoir par exemple, l'autre jour j'écrivais ça. Quand vous écoutez quelque chose que vous connaissez déjà, votre cerveau il fonctionne minimal. Dès qu'on vous propose quelque chose qui est nouveau, vous devez fonctionner plus. Voyez-vous ? Donc, si les gens ne font que des choses qu'ils savent déjà, le cerveau il devient débile. Non, le cerveau ne pourrait plus... Voilà, il y a une sorte, c'est comme quelqu'un qui ne développerait pas, qui ne ferait pas de sport, qui ne ferait pas d'exercice, voilà. Or, par exemple, écouter une œuvre nouvelle, ça demande une concentration, une attention beaucoup plus grande. Et donc celui qui se contente d'écouter des choses qu'il a déjà entendues 1000 fois, eh bien son cerveau, il ne le fait pas travailler. Oui, mais non, lorsque la science, l'anthropologie est en train de nous montrer... Il y a même l'anthropologie maintenant génétique, la paléontologie génétique. Que le premier être, pas le premier être vivant, mais l'espèce humaine a commencé par une femme. Oui. Mais comment la femme peut aujourd'hui arriver à perdre sa place première pour se retrouver pour jouer le second rôle? Non mais de toute façon, je vous signale, mon cher Anis et Blaise, que on ne connaît que très mal l'histoire de l'humanité. Moi je suis historien, on n'a souvent que des traces. Donc c'est pas parce qu'il y a ceci qui est resté que c'est... Vous savez, vous n'êtes pas historien vous-même. Bon, un historien, il sait très bien que ce qui nous est parvenu n'est que une toute petite partie de ce qui s'est produit. Donc on ne va pas construire un roman à partir de quelques traces. Il faut être capable de combler, comme le tableau de manière, il faut être capable de combler les vides. Il faut surtout pas réduire l'histoire à simplement des vestiges. Ces vestiges, ils peuvent nous aider à reconstituer, mais il ne faut pas les prendre de façon brute et simple comme ça. Donc on n'en sait rien, D'autre part, vous savez qu'aujourd'hui, on considère que l'humanité elle-même est métissée. Parce qu'il y a eu le Néandertal, il y a eu plusieurs formes d'humanité qui ont existé et qui à un moment donné se sont mélangées. Voyez-vous ? Des humanités qui n'avaient pas forcément le même développement. Donc finalement, vous considérez, mon cher, qu'il y a une seule et unique espèce humaine. Mais ça n'est pas si évident que cela. Il y a au sein même de l'espèce humaine, depuis des millions d'années, peut-être des différences importantes qui se sont constituées. Et à un moment donné, il y a une symbiose, si vous voulez. Donc, il n'est pas certain que, par exemple, si les femmes et les hommes constituent des ensembles différents, c'est probablement parce que ce sont des humanités qui ont eu des histoires différentes et qui se sont, à un moment donné, qui se sont croisées. C'est une théorie qui se développe actuellement. J'ai encore entendu il y a 3 jours là-dessus. Avec les recherches sur l'ADN, on voit que, par exemple, les Néandertaliens se sont croisés avec l'Homo sapiens. Enfin bon, et ils n'ont pas forcément le même vécu, ils n'ont pas forcément développé leur cerveau de la même manière. Donc ça reste encore un problème ouvert. Donc la question de savoir si la première femme le premier être humain était une femme, pour moi c'est un gadget, on n'en sait rien. Actuellement c'est un fait, mais c'est un fait qui est complètement isolé et qui ne veut rien dire en lui-même. D'autre part, pourquoi pas? Mais de toute façon on va pas bâtir toute une réflexion sur ce simple fait paléontologique qui ne sont que des traces. Bon, de ce côté-là, de la même façon, par exemple, que moi j'aime bien la notion de... Par exemple, prenons par exemple le cas de l'obélisque de la Concorde. C'est un objet égyptien, mais qui est devenu très important pour Paris. Donc il peut arriver à un groupe d'accorder la plus grande importance à quelque chose qui lui est étranger à l'origine. Oui, et donc, surtout si il trouve de l'importance. Voilà, donc c'est assez ambigu. La femme, par exemple, est-ce qu'elle se définit véritablement par le fait qu'elle fait des enfants? C'est pas certain.
Il y a 40 ans, on a voté la loi sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Beaucoup de femmes ont protesté, elles ne veulent pas être dans cette situation. Parce qu'elles sentent bien qu'en étant en situation, elles sont l'esclave de l'homme. Voyez-vous ? Donc ça ne représente pas forcément leur identité profonde, ou en tout cas pas celle qu'elles assument complètement. Donc elles sont là encore une fois tiraillées. Parce qu'à la fois, on leur dit, mais c'est très important, regardez, vous donnez la vie, etc. Donc, et en même temps, cette importance, elle a comme contrepartie, ah oui, mais à ce moment-là, je suis l'esclave de l'homme qui me décharge sur moi, etc. Donc c'est très difficile d'être une femme, parce qu'on vous donne une chose, et c'est un peu un cadeau empoisonné. Un cadeau empoisonné. On vous donne ça, ah oui, mais il y a ça qui ne va pas. Donc, je pense que quelque part, donc par rapport à cette question, soit la femme dit, mais finalement c'est très bien, voilà, je complète l'homme, je le complète. À certains moments, même je poursuis ce qu'il fait. Très bien. Pourquoi voudrait-elle devenir l'homme? Qui est-ce qui lui a mis ça dans la tête, en fin de compte? Alors, d'abord, il y a la technologie qui nivelle les différences. Parce que le grand ennemi, c'est la technologie qui nous a persuadés que les hommes et les femmes, c'était la même chose. La technologie, elle facilite l'égalité. C'est même, vous savez que la révolution industrielle, elle est contemporaine du féminisme. Les femmes peuvent conduire, les femmes peuvent tirer avec un fusil, elles peuvent faire ce qu'on veut. Donc la technologie, elle brouille les cartes, la technologie. Elle est notre ennemie. Et d'une certaine manière, je dirais même plus, elle est l'alliée des femmes. Elle est l'alliée des féministes. La technologie est l'alliée des féministes. C'est-à-dire que les féministes font alliance avec la technologie contre l'homme. Oui, parce que cette alliance entre la machine, elle nie le pouvoir. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a les potentialités. Or, la technologie, elle se fout des potentialités. Donc, elle dit, non, ce qui est important, c'est ce que l'individu possède. Alors, justement, c'est intéressant. C'est-à-dire, quand même, pourquoi les femmes attachent tellement d'importance à la sociologie? Parce qu'elles attachent beaucoup d'importance à l'environnement extérieur. Or, ce qui caractérise l'homme, c'est son environnement intérieur. Donc finalement, elles ne font que projeter leur propre démarche mentale. Vous voyez ce que je veux dire? Quand quelqu'un vous dit constamment « Ah oui, mais c'est l'extérieur qui compte, c'est l'extérieur qui est déterminant », ça veut dire qu'il n'a pas de contact véritable avec son intérieur. Oui. Voyez-vous? Oui, c'est ça. Parce que c'est ce côté-là que je peux approfondir un peu. Il manque chez l'être féminin le côté intérieur. L'exploration de toutes les potentialités intérieures, et on va dire que c'est l'éducation, que c'est la culture, que c'est ce qu'on reçoit de l'extérieur, c'est la formation, et elles vont elles vont accorder trop d'importance à tout ce qu'on reçoit de l'extérieur, au lieu de travailler sur ce qu'on doit développer de l'intérieur. Voilà. Or, c'est le manque. Maintenant, on revient un peu dans la Bible où la femme manque de patience, manque de concentration intérieure. Elle était maintenant le mobile du mal chez l'homme. Elle a conduit l'homme à lâcher, ce qu'on peut dire. Parce que l'homme écoute d'abord son intérieur. Il réfléchit de son intérieur. Mais la femme réfléchit de l'extérieur, comme tu viens de dire. C'est pour ça qu'elle était poussée vers la tentation. On ne dit pas péché, on dit tentation. Elle s'est poussée vers la tentation, elle est allée vers la tentation et elle a touché à la tentation. Et c'est cette tentation. L'homme aussi a un côté sentimental, on peut le dire, vis-à-vis de la femme. Oui, on n'a pas parlé de ça, mais effectivement, il y a une sorte de culte de la femme, il y a une sorte moi ce que j'appelle le rapport archétypal. C'est-à-dire qu'on idéalise l'autre de l'extérieur, justement. Et effectivement, c'est ça qui permet aux femmes d'avoir le pouvoir aussi, on n'en a pas parlé. L'homme se met